Bonjour à tous et bienvenue au 12e épisode du podcast de Katia Keller. Vous savez bien que mon podcast touche tout autour de la musique, la perception auditive, la mémoire musicale, l'oreille absolue, le rythme, la lecture de partitions, etc., etc., etc. Pourtant, la musique, c'est tout d'abord le son, et notre premier instrument, c'est sans aucun doute la voix. Musiciens ou pas, nous nous exprimons par la voix. Nous utilisons la voix comme le premier moyen de la communication. Aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter une personne extrêmement fascinante, une personne extrêmement riche, quelqu'un qui travaille avec le chant, avec la voix, quelqu'un qui est enseignant, écrivain, savant de réputation universelle et quelqu'un qui aide les gens à faire renaître leur voix. Je vous présente ici M. Serge Villefard, créateur de la méthode connue, la méthode unique souffle-voix. Et c'est à vous, Serge. Je peux me permettre, c'est renaître au travers de la voix. Au travers de la voix. Oui, mais automatiquement, il y a une renaissance de la voix, mais c'est quand même le travail, c'est au travers de la voix. Je ne peux pas raconter l'histoire dans ce travail, je fais travailler les gens et je lis à l'intérieur de leur corps au travers de la voix, bien entendu. Mais qu'est-ce que je lis? Je lis tout ce qui est bloqué, tout ce qui est tendu, avec aussi l'aspect très important psychologique qui est le nôtre, un témoignage de nos tensions, de nos stress, de nos manques respiratoires. La voix, c'est devenu ça pour moi. C'est un outil de travail qui devient de plus en plus d'ailleurs thérapeutique. Bon, j'ai des gens qui viennent de très loin avec des scléroses en plaques, des choses pareilles. Je m'empresse de dire que moi je ne suis pas thérapeute, mais la méthode est thérapeutique. Et c'est un travail pour moi qui est passionnant parce que je ne peux pas raconter l'histoire. J'ai un groupe, je travaille souvent ici, j'ai un groupe devant moi et ce que je dis doit correspondre à ce qui se passe. Comme disait un de mes amis neuropsychiatres, c'était la seule méthode qu'il connaissait qui était en même temps thérapie et diagnostic. Et ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire que à chaque son qui arrive, je peux prévoir ce qui va arriver, mais je dis ce qui se passe et les gens l'entendent. Quelqu'un vient, je lui transforme sa voix en 3 minutes. Et ça, on ne peut pas y échapper. Oui, absolument. Absolument. Un livre en portugais intitulé Méthode Villefard, une nouvelle pédagogie de la voix. Et en fait, je me rends compte que j'ai mis le doigt sur quelque chose que personne n'avait jamais mis en évidence. Et c'est ce quelque chose qui fait que il peut y avoir des gens qui sont guéris de l'asthme, je n'en parle plus tellement ils sont nombreux, guéris, je ne sais pas, mais l'asthme est dépassé et maîtrisé. Enfin, pas mal de choses, du Parkinson, des gens, bon, mais c'est... En fait, ce travail, c'est un retour aux sources. Et c'est tout par travail du chant, c'est ça? De la voix. De la voix. De la voix. Tout simplement. Je suis avant tout, pour moi, professeur de voix. Ouais. Et là encore, ça vient du monde du chant. Je dis toujours, bon, vous jouez du piano. Oui. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous a construit un piano, je n'aurai jamais de piano. Et en plus, quand vous mettez pour la première fois au clavier, la musique, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Donc, il n'y a que les chanteurs qui croient pouvoir se mettre à côté d'un piano et se dire, je vais chanter. Alors, c'était ma première question quand j'ai abandonné le métier de chanteur et que j'ai commencé à enseigner. Tout s'est fait par hasard. Hein. Donc, j'ai rien provoqué. Et si on m'avait prédit il y a 40 ans ce que je suis devenu, j'aurais fait « Vous êtes fou ». Donc, première question, quand j'ai commencé à enseigner le chant, le hasard on m'a proposé 6 heures de cours de chant. C'est assez arrêté, hein? Oui, comme on veut. 6 heures de cours de chant, et première question, c'était de me dire pourquoi dans les cours de chant,
sur 10 personnes qui se présentent, on en prend 5 en disant vous avez de la voix, vous pouvez chanter, et 5 autres, vous ne pouvez pas chanter, vous n'avez pas de voix. Mais les 10 parlent. Donc pourquoi pourrait-on parler et ne pourrait-on chanter? Et là, c'est clair, c'est l'observation. J'ai eu beaucoup de gens à gros problèmes. Quand on prend les choses comme ça, on ramasse. Moi, j'ai ramassé, j'habitais la Belgique à l'époque, près du nord de la France, et j'ai ramassé tous les comédiens avec des bricoles vocales, des choses pareilles. Bon. Et l'observation d'enfants en bas âge me dit que tout se joue dès les 3-4 mois du bébé. D'abord, première question, vous avez tous entendu parler le cri du bébé sur sa table allongée, c'est quand même assez puissant. Qu'est-ce qui nous reste à nous en tant qu'adultes? Pas grand-chose, d'accord? Alors pourquoi? Et j'ai observé qu'à partir du 3e mois environ, l'enfant, le petit de l'homme, vit ses premières crises d'anxiété. Et qu'est-ce qu'on peut observer? Moi, je l'ai vu avec mon fils, son centre énergétique va se bloquer au niveau de l'émotionnel, au niveau de clavicule, mâchoire, c'est une petite boule. Il est hagard, il pleure, il hurle. Et moi, je prenais mon fils contre moi, je respirais calmement, je chantonnais, je lui caressais la colonne vertébrale de haut en bas, et je sentais littéralement cette boule redescendre dans son ventre. Il était calmé, on avait gagné. Puis on peut se dire, mais on pourrait éviter ça. Et non, je crois que, j'en suis même convaincu que si on évitait au petit de l'homme de vivre cette expérience qui fait qu'il va se bloquer là dans le haut du schéma corporel, l'adolescent conforte l'adulte, boucle la chose, je crois que c'est cette montée vers l'émotionnel qui permet au mental de se mettre en route. Donc si on l'empêchait, je crois qu'il resterait au stade animal, un peu comme ces enfants qui ont été récupérés par le monde animal et dont il y a des témoignages. On n'a jamais jamais pu les remettre sur le chemin de l'homme. Et je crois que c'est le sort de l'homme, de se construire à l'envers. Et c'est simple pour ceux qui connaissent ce travail. Ici, d'ailleurs, il faut mettre quelqu'un derrière. Parce que rien qu'en travaillant le souffle et la voix, la personne tombe vers l'arrière. Au point d'ailleurs qu'il y en a un qui s'est retrouvé dans la cheminée. Quelqu'un qui était derrière, mais la cheminée ne fonctionnait pas. Donc, et je crois qu'il faut cette chute en soi pour reconstruire un endroit. En fait, nous arrivons, pour moi, dans ce travail, comme un ballon de foire, et ce ballon de foire se transforme en fil à plomb. Et quand cette masse énergétique est redescendue dans le bassin, sur les jambes, c'est une reconstruction de la verticalité de la colonne vertébrale, d'un apprentissage de la vie sur un mode énergétique totalement différent. Et c'est passionnant. Mais est-ce que c'est possible de faire ce truc comme une seule expérience? Il faut quand même il faut s'habituer à cette nouvelle posture, à cette nouvelle... Non, c'est plus que s'habituer. Moi, je ne suis pas là pour pour rendre les gens dépendants de moi. C'est-à-dire, non. Je suis là pour faire prendre conscience qu'il y a des portes à ouvrir. En fait, je dis toujours, bon, vous êtes là, je vous fais travailler, vous êtes confiante, obéissante, je vous dis, voilà, vous allez foncer tête première dans le mur, là. Une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au moment où vous dites, mais ça ne va pas, la tête là, il y a une porte à côté. Mais si je vous disais au départ qu'il y a une porte, vous ne la verriez pas. Donc c'est une trilogie, enfin une des trilogies de ce travail, c'est expérience, sensation, réflexion. Le monde à l'envers de notre mode éducatif. Ouais. D'accord? Donc vous vivez l'expérience, vous vivez vos sensations, et la réflexion vient après. Donc il n'est pas question de rendre les gens dépendants,
Il est question de les rendre autonomes. C'est votre corps, c'est votre voix, c'est votre souffle, et à vous de vous retrouver dans cette verticalité authentique, de retrouver le réflexe qui fait que vous regrandissez et que, en même temps, votre voix est un témoignage, mais elle évolue. Pour moi, il n'y a que de grandes, belles voix, et tout le monde chante juste. Et c'est là où on se rejoint sur l'oreille. Je ne dis pas que tout le monde a l'oreille absolue, mais en fait, c'est plus l'oreille qui écoute, c'est le corps. Oui, c'est ce que j'essaie d'enseigner les gens aussi, oui. Que l'écoute, c'est pas simplement les oreilles. Et en fait, ce que j'entends de quoi vous parlez, c'est extrêmement fascinant parce que c'est notamment comme je conçois aussi l'apprentissage de la perception. Oui. Parce que vous allez on peut dire un peu d'autre côté. Oui. On retrouve cette voix, oui. qu'on vient dans cette intégralité de la personne. Mais vous retrouvez l'oreille, vous retrouvez oui, parce que l'oreille, la perception, oui. Le corps, Moi je le vis. Et le chant, elles se réunissent pour notamment définir une autre personne, n'est-ce pas? Absolument. Parce que ça change la personne. Bon, il y a une notion de mort là-dedans. Ah ouais. De mort et de renaissance. Et je vois les gens arriver à ce moment, je dis, tiens, il y a un changement là, c'est plus la même personne. Et automatiquement, quand la bascule est provoquée, mais qu'elle gagne sur l'individu, il y a un changement profond. Mais même dès les 3 premières minutes, c'est la présentation à un groupe, mais je fais toucher cette voix, parce que c'est ma force à moi, et tout le monde dit, oh là là, mais c'est tellement plus calme, c'est plus paisible, c'est plus beau, c'est plus fort. Je suis obligé de passer par la force. Je me substitue à l'énergie que l'on a retournée contre soi, et j'ai besoin au moins d'aller rechercher cette énergie pour pouvoir rectifier le tir. Et le but, c'est vraiment, qui peut le plus, peut le moins. Ce qui en général n'est pas vrai. Donc j'ai besoin de redévelopper le cri du bébé, d'en faire quelque chose d'harmonieux. Ce travail est très pythagoricien. Et puis quand cette voix est là, je peux parler pour 1300 personnes dans un théâtre sans micro, mais je peux vous parler comme ça. Oui, c'est ça. Dans le chant, à chanter piano, c'est toujours le plus difficile. Absolument. Pour un chanteur. C'est ça ce qu'on apprend après qu'on a construit l'appareil. Mais c'est terrible, parce qu'il faut se rendre compte qu'il n'y a plus d'école de chant. C'est-à-dire que les Américains, excusez-moi, sont du tout foutre en l'air. Avec leur école de la Juilliard School, les Américains ont le don pour moi de reproduire d'une façon géniale le côté brillant, extérieur de la chose. On me dit la même chose pour l'école de harpe, on me dit la même chose pour des... Et je viens encore d'entendre l'ouverture de saison à la Scala de Milan avec Carmen. Eh ben, je regrette, je suis sûr qu'il y a 20 ans, ça ne serait pas passé. Et lors d'un colloque auquel je participais, en Italie, à Urbino, un monsieur âgé avait posé une question intéressante en disant, mais comment expliquez-vous qu'il y a 20 ans, j'ouvrais ma radio et je pouvais dire, ça c'est Vingasson, ça c'est Kirsten Flagstad, et qu'aujourd'hui c'est impossible. Et à cela je réponds, eh bien parce que, comme dans tout instrument, il y a dans la voix humaine un son fondamental qui fait que c'est la personnalité de la voix. Et aujourd'hui, on vous construit des voix qui n'ont plus de son fondamental, qui n'ont plus de racines. Je reviens, si je peux, à la question, vous avez nommé ce que pour retrouver sa voix, il faut quand même passer par le point il y a une notion de mort, de la mort. Absolument. Et là, notamment, je veux vous poser une question. Quand vous travaillez avec vos élèves, oui. C'est pas tout le monde qui sont prêts pour passer par la mort, parce que ça fait peur. Bon, vous savez, il y a une trilogie. C'est acceptation, démission, lâcher prise.
L'acceptation, c'est je viens, je suis là. Ouais. Je n'en ai pratiquement jamais eu qui sont repartis. On commande depuis 37 ans. La démission, c'est à moi de la provoquer avec l'acceptation. Mais je ne suis pas pressé. Il y en a qui peuvent le faire en 5 minutes, il y en a qui mettront 6 mois, 1 an pour le faire. Donc, vous préparez quand même. D'accepter la mort, Uh-huh. d'accepter la bascule. Uh-huh. Et le lâcher prise, c'est la maîtrise. Oui. C'est la recherche de maîtrise. Donc, vous, comme je comprends, vous voyez si la personne est prête pour, notamment... Ça se sent. Ça, oui. Ça se sent, sentir, il y a une défense, il y a... Résistance. Ouais, mais ça peut attendre longtemps. Hein. D'ailleurs, une expression très importante dans ce boulot, c'est passer au travers. C'est une expression, c'est initiatique. Mais vous faites initiation que vous faites. Je ne fais pas d'initiation. Non, c'est ce que vous aidez à faire, ce que vous lancez. Initiation, c'est mettre sur un chemin. Ouais. Dans ce sens-là, on a tellement galvaudé ce mot. Mais vous restez quand même dehors des, disons, écoles spirituelles comme ça. Vous n'appartenez pas ni bouddhisme, ni yoga, ni... C'est une méthode Je suis au centre. Vous êtes au centre, notamment, c'est Mais très symboliste. Très symboliste. Ouais. Parce que le symbole n'a jamais provoqué de guerre. Mais ouvert à tout dialogue, parce que ce travail est extrêmement spirituel. Oui, mais c'est jamais moi qui en parle. Je vous en ai pas parlé, je crois. Non, c'est vous qui en parlez, là je peux répondre. Oui, parce que je ressens qu'il y a beaucoup de spiritualité. Et... Comment voulez-vous parler de souffle et de voix sans évoquer une notion spirituelle? C'est pas possible. Non. Mais il ne faut pas glisser, je ne suis pas là pour influencer les gens, je suis là pour accepter le dialogue, provoquer une réflexion qui fait que l'autre cherchera. D'ici vient la deuxième question, qui sont vos élèves donc? Parce que si vous êtes finalement, vous n'êtes pas dans le courant béni, traditionnel, classique, vous êtes quelque part à l'extérieur, qui vient vers vous? Qui sont vos élèves? Le bouche à oreille, mais dans le fond des chanteurs, j'en ai pas énormément, hein. J'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns en Italie, j'en ai quelques-uns en Espagne. C'est pas l'essentiel de ce que je fais travailler. Et j'ai quand même pas mal de gens qui ont envie de chanter, parce que je fais un travail. Mon travail, c'est d'abord, je suis plombier. Je remets les tubes, puis je deviens luthier. Parce que ce travail, c'est crémol, hein. D'accord? C'est géométrique, c'est pythagoricien, géométrique. Et beaucoup de gens qui se découvrent une voix ont envie de chanter. Mais les professionnels, pas du tout. C'est ce que j'observe aussi, que moi je travaille avec cette ouverture de l'oreille. Ouais. Et dans mon travail, il y a aussi une grande partie qui n'est pas musique et une partie qui est musique. Ou quelque part c'est musique. Donc pour les, disons, pros, c'est plus facile de faire tout ce qui est autour d'écoute attentive. Ils sont habitués. Par contre, très souvent, ils ne sont pas du tout ouverts. Il y a quelques-uns, ou pas mal des gens même, qui acceptent ça comme qui viennent pour avoir un système. Oui, absolument. Mais ça Mais marche pas. pour beaucoup de gens, ils ne sont pas du tout ouverts pour ces choses. Ils disent, bon, ça c'est mon métier, et l'autre, bon, ça c'est une autre chose. Par contre, il y a une grande partie des amateurs de la musique qui veulent chanter, qui veulent entendre, etc., qui sont vraiment, vraiment ouverts, mais qui se trouvent, pour eux, ça devient plus difficile quand ça touche des questions de formation musicale, qui doit finalement se baser sur, par exemple, dans votre cas, vous construisez, vous aidez la personne de construire son propre appareil vocal pour qu'il puisse l'utiliser, n'est-ce pas?
Non, pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse mieux respirer, pour qu'il soit mieux dans sa peau, qu'il soit plus détendu, c'est pour ça. Donc, dites-vous que les gens qui viennent chez vous pour apprendre à chanter, ils oublient Ils son sont bien but. obligés de passer par ça s'ils le veulent. Ouais. Mais je fais travailler des pianistes, je fais travailler des violoncellistes. J'ai fait travailler longtemps, par exemple, le premier violoncelliste d'un grand théâtre. Après 2 mois, ses collègues lui demandaient s'il avait acheté un nouveau violoncelle. L'instrument n'est jamais que le prolongement de nous. Absolument. Si je me centre, si je trouve... Moi, je me rappelle une fille qui était venue me trouver un jour, elle devait passer son conservateur de Lyon, ses diplômes, je ne me rappelle plus quoi. Et elle me dit, bon, qu'est-ce que vous jouez? Elle me dit, oh, du Bach. Ça, c'est un peu le problème, le Bach ne respire pas. À point que des amis médecins m'ont parfois demandé s'il était asthmatique. On à l'époque, oh, Ravel. Beethoven. Ah oui. Puis elle se met à jouer Beethoven comme elle aurait joué Ravel. Je la laisse au piano, on fait des exercices en partant du grave, et puis quand je sens qu'elle est prête, allez-y, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est devenu Beethoven. Ah, c'est devenu Beethoven. C'est ça ce que je dis toujours pour C'est jouer le Beethoven. problème de Oui. l'interprétation. Qu'est-ce Oui. que c'est l'interprétation? Bah, finalement, c'est la force psychique qui doit sortir. Pour moi, c'est se mettre entre celui qui a écrit et celui qui écoute. Oui. Moi, je vais faire de la musique, je vais interpréter Mozart. Quelle prétention! Mozart, il ne m'a pas attendu pour faire... C'est un médium, un canal. Ouais. Mais si on n'a pas cette force intérieure, c'est évident qu'on ne peut pas y toucher. Absolument. Et Ça ne c'est peut pas tout. être mental. Oui. Et c'est ça qui est C'est vraiment... animal. C'est ça qui est vraiment profond dans votre enseignement, c'est que tout ça, c'est basé sur respiration. Et respiration, ouais. Oui. C'est ça. Oui, mais moi je connais des tas de gens qui ont fait des tas de techniques respiratoires. Quand ils arrivent, 25 ans de... je ne dirais pas de quoi. Allez, faites-moi le son là-dessus. Le son qui doit arriver est le résultat de la respiration. Donc, si vous respirez bien, en fait, ou alors des thérapies pour libérer l'émotionnel, rien. Ils redécouvrent tout au niveau de l'énergie de leur corps. C'est difficile à admettre, hein, je peux le certifier. J'ai fait travailler un groupe de psychanalystes. C'est le seul groupe d'ailleurs que j'ai sabordé. Tous pris indépendamment, des gens chaleureux, cultivés, autour d'une table, c'était formidable. Mais dans le travail, tellement à l'affût de ce que pensait l'autre, et il y en a une comme ça, très réputée, dans un système hystérisant terrible. Et je lui ai fait, j'ai cassé la baraque quelque part. Mais elle m'en a voulu pendant des mois. Parce que, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas confondre la maîtrise et le contrôle. Mentalement, il y a des techniques, je me contrôle très bien, je donne l'impression d'être très calme, très paisible. Mais dès qu'on touche à l'énergie, rien n'est fait. Paf, c'est le volcan qui se met en route. Et alors, autre chose est, je parle de volcan, c'est un exemple que je prends souvent en Italie, le Vésuve. Si on pouvait récupérer l'énergie du Vésuve, on pourrait être généreux avec des pays, distribuer cette énergie. Mais le même Vésuve, c'est Pompéi et Herculaneum. Donc cette énergie, on la retourne contre nous. Et on peut la maîtriser, c'est-à-dire que je mets un bouchon là-dessus et je donne l'illusion d'être calme, paisible, et je ne le suis pas du tout. Je ne le suis pas du tout. Là-dedans, c'est Après, le volcan, il est toujours là. Oui, c'est ça. Cette méthode, quand on la pratique, je dis toujours, là, ça va me faire des amis, c'est une méthode corse. C'est ne pas faire travailler 10 muscles, là, moi seul suffit. C'est-à-dire, le principe de la vie, je mets le paquet, je freine, et je peux agir avec ce qui me reste. Vous faites de la bicyclette? Oui. Oui, eh ben ça, c'est un exemple que je cite toujours. La prochaine fois, on pensera à moi. Pédaler et vous freinez en même temps. Vous voyez ce que ça donne? Ben, c'est notre système.
Et ce qui veut dire que cette énergie, quand elle se retourne contre nous, pour moi, ça peut donner, faire place à des pathologies importantes. Ce qui ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais les grosses pathologies que je rencontre sont toujours des gens qui ont une énergie énorme. Donc, et puis non, j'apprends à mettre 5 kilos si j'en ai besoin, mettre 500 grammes, et voilà. Et c'est passionnant. C'est passionnant. En fait, ce que vous racontez, ça me donne tellement d'envie d'essayer votre Mais méthode. il faut essayer. Parce que je pense que je vais vous le n'êtes pas faire, obligé en de me fait. croire. Vous comprenez? Vous avez plusieurs aspects très importants de vous. Vous êtes écrivain, vous êtes enseignant, musicien, chercheur, vous êtes plombier, le soudeur, tous ces aspects, les facettes de vous. Comment vous considérez-vous? Est-ce qu'il y a un aspect central ou est-ce que c'est une structure entrelancée? Ça ne peut venir que du centre. Ça ne peut venir que du centre. Moi, je crois que quand j'ai découvert ça, tout vient de là. Et je peux aborder des sujets bien différents. C'est une curiosité globale. C'est la globalité avant tout. Et c'est ça le centre de votre... C'est ça le centre de votre personnalité. Absolument. Donc, c'est faire en sorte que chacun puisse trouver ce pourquoi il est fait. C'est-à-dire qu'on est efficace que quand on fait ce qu'on aime et ce pourquoi on est fait. Bon, si je prends mon exemple, bon, ça demande une remise en question quand même. Donc, 17 ans, j'ai eu l'intention de chanter. J'avais envie de chanter. J'avais pas mal de choses, je m'en suis rendu compte bien plus tard, et j'ai encore maintenant d'autres choses, mais bon. Pour moi, ça signifiait, j'ai compris, j'avais envie d'être bien dans mon corps. J'ai chanté très mal. J'ai chanté très mal parce que je suis tombé sur deux professeurs de chant qui m'ont fait chanter. Dans ma ville natale, j'ai chanté en haute contre. Aujourd'hui, je chante tout le gros répertoire, Wagner, Verdi, et je vais d'ailleurs vous en parlerai après. Donc, chanter en haute contre. Mais c'était contre nature, vraiment. Donc j'ai essayé moi-même de trouver une voix. J'en ai trouvé une plus ou moins. J'ai chanté pendant 13 ans avec cette voix. Donc j'ai eu pendant 13 ans la réputation d'être excellent comédien, excellent musicien, mais la voix c'était pas terrible. Bon, quand même un comble quand on chante l'opéra. Pardon. Après 13 ans, contexte psychologique, divorce, remise en question dans une thérapie analytique et un cheminement initiatique. Donc j'ai mis en soi tout pour que ça s'écroule. Et ça s'est écroulé. Bon, quand on s'écroule, ou on reste écroulé ou on se relève. D'accord? Donc il fallait bien trouver, je me suis relevé, et là entre en scène une série de hasards. Premier hasard, mon père qui remettait son affaire qu'il avait construite. Vous voyez ça d'un bon oeil, mon fils va reprendre. Bon, j'aurais bien gagné ma vie toute ma vie, mais je me serais royalement ennuyé. Hasard, coup de téléphone, monsieur Buffard, on sait que vous êtes revenu à Tournai. Nous avons 6 heures de cours de chant à confier dans une petite ville. Est-ce que ça vous intéresse? Je saute sur l'occasion. Si je n'avais pas dit oui, je ne serais pas en train de vous parler maintenant. Et à partir de là, j'ai jamais repris l'affaire de mon père, bien entendu. Et à partir de ces 6 heures de cours, c'est-à-dire un boulot où on roule en Mercedes et un autre où on ne roule même pas en vélo, là c'est parti. C'est parti dès les premiers cours, où je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire comme les autres. Ça, beaucoup vous le diront, mais je voyais quelqu'un se mettre à chanter,
vont d'abord faire une fiche psychologique de la personne qui chante, c'est un jeu d'enfant. Et à partir de là, il fallait que je comprenne, que je vois à l'intérieur, que je comprenne ce qui se passe mécaniquement pour pouvoir guider une voix. Puis la question, comment peut-on pas chanter alors qu'on parle, enfin soit. Première question, il faut une première réponse, et puis les questions s'accumulent de plus en plus, et toujours, il faut trouver les réponses. Donc, mais c'est aussi ma recherche sur moi. Donc, j'ai beaucoup cherché sur moi, et je suis allé, quand j'ai cessé de chanter, je me rappelle une copine de théâtre à l'Opéra de Gand, à qui je disais, mais je voudrais essayer la technique italienne, mais je ne connais personne. Elle dit, mon professeur est chez moi. Donc j'ai rencontré un maestro italien qui m'a... Bon, il est venu faire ça. Toi, ténor léger, ça m'étonnerait fort, dans un baragouin plus ou moins italo-français. Vous pouvez l'imaginer, si vous connaissez le capitaine Haddock, dans Tintin, c'était le capitaine Haddock. Non. Je ne peux pas dire une connaissance de la voix. Et en même temps, une intuition terrible. Il m'a transformé ma voix, mais au travers d'un travail sur le répertoire. Ce qui fait que j'ai chanté avec une voix que plus personne ne reconnaissait, qui était loin d'être le ténor léger, et puis il est mort. 6 mois après, cette voix avait disparu. C'est pas possible. Donc, j'ai cherché, j'ai continué. Je viens encore, depuis peu de temps, de trouver, je crois quand même, quelque chose de très important, ce qui fait que le seul disque que j'ai fait, je l'ai fait en haute contre. C'est le devin du village de Jean Lacrousseau. J'avais déjà chanté pendant 13 ans, mais je peux me mettre à chanter en haute contre encore maintenant, en quelques jours, c'est mis en place. Et on m'avait demandé d'auditionner pour ça, et je venais de chanter La Dame Blanche à Rennes, et dans La Dame Blanche, il y a des airs vaillants et des airs, bon, c'est « Ah, quel plaisir d'être soldat !» Et puis « Viens, gentille dame !» De voix différentes, mais je peux toujours faire ça. Donc j'arrive à Paris pour auditionner, je les vois horrifiés. Je dis, bon, ça va, j'ai compris, je sais ce que vous voulez. Et voilà, j'ai fait le disque. Bon, aujourd'hui, ce disque, je ne l'avais plus. C'est une honte. C'est l'antithèse de ce que je provoque. Et je me rappelle qu'au Québec, un jour, j'étais à Montréal, et il y avait une émission en duplex avec Québec. Et je suis seul en studio, puis j'entends l'émission qui commence, on me fait signe, et j'entends une musique. Ils avaient retrouvé le disque. Et heureusement, on a contourné le problème, non, c'est pas ça. En plus, si je chante comme ça, ou si je fais chanter comme ça, il n'y a aucun aspect thérapeutique. Donc l'aspect thérapeutique ne peut se passer qu'au travers de cette recherche de ce foyer, de ce volcan que j'appelle volontairement, et c'est un mot important aujourd'hui, il est pour moi métaphysique, mais c'est la violence du cri du bébé. Nous naissons avec un potentiel de violence qui est métaphysique. Le raccourci pour moi c'est le monde animal, la mythologie, la tragédie grecque et l'opéra. Tout est là-dedans. L'opéra est thérapeutique, mais maintenant il est chanté sans voix. C'est étonnant. J'ajoute toujours l'apéro quand même. Bon, mais donc, je fais ce disque, et là aujourd'hui, avec mon pianiste que je suis censé voir à 4 heures, mais je lui téléphonais, et que j'avais dit, il peut venir ici si vous voulez, je lui en parle. Il a dirigé l'école Chopin à Paris, c'est un monsieur de grande qualité, et je lui parle de ce disque. Il l'a retrouvé. Je l'ai là. Il l'a retrouvé, il est parvenu à le faire copier en CD. Et on caresse le projet, enfin c'est en train de se mettre en route, de faire une conférence pédagogique concert où on fait entendre cela, dit voilà, ça c'est moi à telle époque. Et voilà ce que je vous chante aujourd'hui, Samson, André Chénier, Paillasse, Wagner, tout ce qu'on veut.
et expliquer comment on en est arrivé là. C'est ça ce que vous préparez pour Oui, ce moment, c'est c'est ça. ce projet. Oui, Et parce que, bon, à 68 ans, il n'y en a plus beaucoup qui chantent le répertoire que je chante. Ça prouve aussi qu'une voix ne vieillit pas. Ça, C'est vrai. un système respiratoire atrophié qui Ah ouais. vieillit. Et la psychologie aussi qui dit... Oui, mais c'est une Bon, question s'il y a de un confiance train en de- soi. Ouais. Si j'ai cette force, si je ne sais pas quoi en faire, ça c'est terrible chez les chanteurs. Je viens de prendre des cours de chant avec le professeur de Carlo Cossutta, qui est mort, un grand ténor, et son expression, c'était de dire pour comprendre ce qui se passe là-dedans. Donc les chanteurs en général, et s'ils ne passent pas par une démarche initiatique, ils ne le sauront jamais. Et donc, une autre question, c'est quels sont, à votre avis, quels sont les plus grands défis sur ce chemin si quelqu'un décide, si quelqu'un veut y aller, mais quels sont les défis typiques? Aller à la recherche de soi-même. C'est ça le défi. C'est accepter de se remettre en question et d'aller à la recherche de soi-même. Et d'accepter les vérités intérieures qui ne sont pas toujours au départ très belles à regarder. Hein. Si je vous ai posé notamment, c'est, à mon avis aussi, c'est une observation de quelque chose assez moderne, les derniers, je ne sais pas, vingtaine, trentaine ans, que pour les musiciens, ça devient moins et moins carré, la carrière de musicien, comme avant, disons au 20e surtout, Oui. c'était comme, bon, je commence ma carrière, et voilà, d'ici jusque le top, par exemple. Mais maintenant, il y a de plus en plus des musiciens qui essaient d'aborder des choses différentes. Oui, Comme Vengerhoff heureusement. qui maîtrise tout le répertoire du violon, et il bascule, il commence à improviser au niveau du jazz, il commence à danser tango, il fait recherche. Il a envie de se nourrir. Absolument. Et à mon avis aussi, c'est un courant moderne, c'est quelque chose vers lequel l'esprit s'ouvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, je trouve que la plus grande qualité que l'on puisse avoir, mais aussi le défaut, c'est la curiosité. Être curieux, mais sainement curieux. Parce qu'il y a des mots comme ça qui ont deux sens. On peut être curieux, fouiner, et on peut être sainement curieux. C'est la notion du silence. Le silence. Il y a le silence de l'enfant à qui on dit tais-toi. Ça va? Puis le silence qui est le résultat d'un travail intérieur et qui devient une superbe musique. Croyez-vous, je suis ici. Bon, Serge, je vous remercie Là, ça vraiment. n'existe pas. Je pense que tout le monde va vraiment avoir plaisir d'entendre cette conversation. Ouais. Et je vous remercie du fond de mon cœur. Voilà, c'est Katia Keller. C'est la fin du 12e épisode. Vous aimez bien mon podcast? Bon, en ce cas, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochains. Parlez-en à un ami. Si vous voulez d'autres choses, de vidéos, des infos, rendez-vous sur mon site www.katiakeller.com. Inscrivez-vous à notre newsletter. Et jusqu'une autre fois, en vous souhaitant beaucoup d'inspiration, je vous dis à la prochaine.